Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 158. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à une interview. Je suis très heureuse et très honorée de recevoir Camille Mofidi, manager Kobo Writing Life Europe, et Lara Bosso, spécialiste du catalogue français auto-édité sur ce même Kobo Writing Life. Alors elles ont toutes les deux eu un profil d'éditrice classique dans un parcours d'édition traditionnel avant de se consacrer à l'édition numérique et l'auto-édition. Au cours de cette interview, il a surtout été question, tu le verras, du rapport à l'auteur et à l'humain dans un parcours pourtant assez traditionnellement solitaire de l'auto-édition. Et c'est vraiment ce qui m'a plu avec Camille et Lara. Je te laisse donc découvrir cette interview qui, j'en suis certaine, va beaucoup t'intéresser si la voie de l'auto-édition est quelque chose qui t'attire. Tu verras que Lara et Camille font preuve de beaucoup de passion en ce qui concerne leur métier et qu'elles sont surtout de très bons conseils. Bonjour Lara, bonjour Camille, bienvenue dans le podcast Devenir écrivain. Je suis ravie de vous accueillir. J'espère que vous allez bien. Oui, oui Lucie, merci beaucoup de nous inviter sur Oui, le bonjour podcast. Lucie, merci de nous recevoir. On est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Alors, on va dérouler. Moi, je suis ravie de vous accueillir parce que à l'ICAR, on milite beaucoup pour l'hybridation des carrières. Et aujourd'hui, j'étais vraiment ravie de recevoir deux personnes qui travaillent chez Kobo Writing Life parce que on va pouvoir aborder le sujet, la question de l'auto-édition et qui me paraît être une voie importante à connaître pour nos jeunes auteurs parce que et en tout cas c'est le message qu'on fait passer. La carrière d'un auteur, elle ne prend pas qu'une seule forme et qu'une seule voie. Et donc je suis ravie de vous recevoir dans ce podcast. Et du coup, on va aborder un certain nombre de thèmes autour de l'auto-édition et pas n'importe quelle auto-édition, mais l'auto-édition qui est traitée par Kobo Writing Life avec votre culture, avec votre façon de faire et surtout votre façon de voir les choses et de voir le marché de l'auto-édition. Et je suis absolument certaine que tout ce que vous allez pouvoir raconter va servir à nos jeunes auteurs qui se demanderaient peut-être, voilà, qui hésiteraient et qui se diraient que l'auto-édition, c'est quand même quelque chose qui les intéresse. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me permettre de vous demander de me dire brièvement quelles sont vos fonctions au sein de Kobo Writing Life. Alors, on va commencer peut-être par Camille, et puis après, on passera à Lara. Alors, Camille, dis-moi, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes fonctions au sein de Kobo Writing Life? Alors, moi, chez Kobo Writing Life, donc mon titre, c'est Senior Manager pour Kobo Writing Life sur l'Europe. Et ça va faire pratiquement 10 ans que je suis entrée chez Kobo pour développer justement le marché de l'auto-édition en Europe avec un très fort focus sur la France. Et voilà, et ça fait 10 ans que je travaille avec des auteurs qui veulent se lancer, qui ont déjà de l'expérience, enfin voilà, tout profil d'auteur, et que je les accompagne effectivement dans la professionnalisation et dans le développement de leur catalogue et de leur vente chez nous, chez Kobo. Ok, donc c'est hyper intéressant. Et du coup, je me tourne vers Lara. Oui, alors moi je suis arrivée, depuis, une petite année, presque maintenant. Je suis responsable plus spécifiquement donc du catalogue français sur, Kobo Writing Life, donc tous les titres qui vont être, déposés par, des écrivains ou des écrivaines francophones. J'anime ce catalogue, donc je suis responsable des opérations promotionnelles pour mettre en avant les titres et bien sûr, en collaboration avec Camille, je m'occupe des opérations de communication pour faire connaître, notre plateforme, en faire connaître aussi, les avantages et pour tous les on va en parler, je pense, ensuite, mais pour tous les événements, que nous organisons aussi autour, de l'écriture, j'essaye d'assurer effectivement la visibilité de ces événements.
Alors, c'est hyper intéressant parce qu'on sent tout de suite qu'il y a une vraie recherche d'animation de ce secteur d'activité. Et je crois que ce qui est important de dire, c'est que beaucoup d'auteurs pensent que l'auto-édition, c'est quelque chose d'assez froid et solitaire, c'est-à-dire et même très technique. On travaille son roman, etc. Et puis on le met sur une plateforme et puis après, il se passe plus grand-chose. Et ce qui est intéressant avec Kobo Writing Life, c'est que vous, bah, vous faites exactement l'inverse, c'est qu'il y a une vraie politique d'animation derrière. Et du coup, Camille, tu disais, ça fait déjà un petit moment que tu es chez Kobo Writing Life et que donc, du coup, tu as un peu de recul sur l'évolution de ce marché de l'auto-édition. Et j'imagine que si tu es encore chez Kobo Writing Life après 10 ans, c'est qu'il y a une vraie évolution et que ce marché de l'auto-édition se porte bien. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus? Quel regard tu portes sur ce marché? Oui, effectivement, moi j'ai vu l'évolution pendant 10 ans. C'est vrai que quand je suis arrivée, c'était encore un peu confidentiel, pas très bien vu, hein. C'était vraiment vu Oui. comme la voie de garage. Il y avait, voilà, il y avait quand même un regard, une connotation assez négative. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis dit, moi en fait, on l'a pas dit, mais on peut peut-être le préciser. Lara, comme moi, on vient vraiment, on a une formation d'éditrice toutes les deux, Oui, et on c'est a eu important de le dire, tu as raison. oui, on a eu un parcours dans l'édition traditionnelle avant de rejoindre l'édition numérique et l'auto-édition. Donc voilà, donc le travail avec les auteurs sur le texte, c'est quelque chose qu'on a fait par le passé et qui nous tient à cœur. Et en fait, moi, quand je me suis tournée vers l'auto-édition chez Kobo, à l'époque, je me suis dit, oui, il se passe vraiment quelque chose. C'est là qu'il va y avoir peut-être, enfin, voilà, que les prochaines années vont être intéressantes, qu'il va y avoir de la créativité, du dynamisme et surtout des innovations. Et moi, je voulais vraiment voir justement comment les innovations pouvaient prendre dans un milieu numérique, dans un contexte numérique, mais avec, enfin voilà, avec des compétences et un profil d'éditeur. Et en ce sens, bah, je me suis pas trompée. C'est vrai qu'au début, c'était voilà, c'était peut-être encore un peu balbutiant. Mais justement, en arrivant chez Kobo, moi, mon but, c'était de dire que, bah, en fait, en auto-édition, on peut déjà, enfin voilà, on peut vraiment faire les choses bien de manière professionnelle et proposer des livres qui sont aussi bien faits que des livres publiés par l'édition traditionnelle, et que c'est une démarche sérieuse et qu'on peut y travailler et trouver des très très bons contenus qui vont être plébiscités par les lecteurs à condition de bien faire les choses. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je partage complètement ton avis sur la professionnalisation hein, qui se saisit des nouveaux profils d'auteurs qui ont bien compris que quitte à se lancer dans l'auto-édition, il faut le faire dans le plus grand sérieux parce que c'est une carrière qui est une carrière parallèle à la carrière traditionnelle en maison d'édition traditionnelle et que c'est pas du tout, comme tu le dis très justement, une voie de garage. On n'en est plus du tout là. Et du coup, toutes les deux, vous me confirmez que vous voyez émerger bah, des véritables carrières d'auteurs qui se déroulent sur l'auto-édition. Oui, bah, Lara peut en parler, parce qu'effectivement, c'est elle un peu la bonne fée qui veille, qui fait cette veille sur notre catalogue. Lara, tu veux peut-être Oui, Ou justement, du coup, Lara, parce que je crois que c'est vraiment important que les auditeurs comprennent que ce qui fait la particularité de Kobo Writing Life par rapport à d'autres plateformes donc d'auto-édition, c'est que vous avez une partie proactive par rapport aux auteurs. C'est pas juste un algorithme qui, selon des pics de vente, met en avant ou pas certains romans. C'est que derrière, il y a des équipes, il y a des humains et qui sont là pour la promotion de ces nouvelles carrières. Donc, qu'est-ce que tu en penses là-dessus, Lara? Tu as je dirais, des auteurs dont tu vois se construire la carrière, que tu accompagnes, que tu vois émerger? Oui, alors tout à fait. Donc, d'une part, il y a tous les auteurs que Camille a accompagnés, pendant ces 10 ans, qui sont, devenus, voilà des auteurs et des autrices, réguliers qui déposent, leurs textes régulièrement sur la plateforme, qui nous préviennent en amont. Et l'une de mes missions, qui n'est pas quotidienne, mais qui est en tout cas hebdomadaire, est, de repérer les nouveaux talents qui déposent, voilà, de façon anonyme, leurs titres sur la plateforme. Moi, j'observe, effectivement, tout ce qui se passe et tout ce qui est déposé et il est assez facile de voir effectivement ceux qui ont eu une démarche, particulièrement, professionnelle ou ceux qui en sont encore, au tâtonnement.
Donc bien sûr, il va y avoir tout ce qui est les métadonnées, donc la couverture, le résumé, le prix. On voit si tout cela est aligné, avec le marché, si en tout cas il y a une vraie démarche derrière et que, heu, l'effort a été fait, pour se rendre accessible, aux lecteurs. Parce que Kobo reste quand même une plateforme, tout à fait, accessible au plus grand nombre. Donc on a quand même des textes qui doivent, parler à la majorité, des lecteurs. Mais ensuite, on voit effectivement émerger, de petites, pépites. Moi, j'en ai vu, émerger, cet été où on voit, vraiment que toutes les cases sont cochées, tous les signaux sont, au vert, pour pouvoir en faire un livre dans lequel nos lecteurs vont pouvoir, se projeter. Il y a notamment, ces 10 premières pages, parce qu'au-delà de du résumé et de la couverture, moi, j'allais regarder les 10 premières pages qui sont, un extrait donc disponible, sur la plateforme Kobo auquel j'ai accès. Et en ces 10 pages, on voit, vraiment, si, l'auteur enfin, si le texte a pu bénéficier, d'une bonne relecture, si, tout ce qui est, un peu, j'ai envie de dire, les connaissances de base, mais qui restent importantes, sur la maîtrise, de l'orthographe, de la grammaire, de la concordance des temps, de la qualité du vocabulaire. On voit vraiment, tout ça qui émerge dans les 10 premières pages et effectivement tout le travail, ima de l'auteur, d'imagination, de l'univers, de l'épaisseur des personnages, tout ça, je pense que les 10 premières pages nous en disent déjà long et en tout cas sont une première étape pour moi pour pouvoir contacter les auteurs et approfondir, comprendre mieux leur démarche et pouvoir ensuite leur proposer, plus de visibilité et des opérations promotionnelles également. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, il y a 2 choses, qui me paraissent vraiment, directement exploitables par les jeunes auteurs qui nous écoutent, hein, et qui seraient intéressés par cette voie. Tu fais, mention, de ces fameuses, pépites, qui, répondent à, des critères de romans, professionnels qui peuvent intéresser votre, lectorat. Et c'est, très intéressant de le dire parce que, et là, je vous pose la question, à toutes les 2, mais plus par rapport à votre formation d'éditrice, il faut quand même pas oublier que l'auto-édition, certes, c'est une voie qui permet une grande liberté pour l'auteur, qui permet de gagner de l'argent, on va pas se mentir non plus, et de pouvoir vivre de sa plume, mais il faut aussi prendre en considération que c'est un marché qui est concurrentiel. Et du coup, là, surtout Lara, mais je pense que Camille, tu diras la même chose. La première des choses à vérifier en tant qu'auteur lorsque on veut se lancer dans l'auto-édition, c'est le matériau de base, à savoir le roman, et s'assurer que le roman dispose des qualités qui pourraient l'amener à être une pépite. Est-ce que Camille, qu'est-ce que tu pourrais donner comme premier conseil aux auteurs qui viendraient chez vous avec un projet de roman, qui voudraient le déployer sur votre plateforme, avec dans l'idée voilà, de démarrer une carrière dans l'auto-édition. Alors moi, j'ai envie de dire que, bah, déjà, enfin, il faut y croire, hein, s'ils sont dans cette démarche, c'est qu'ils y croient. Mais il faut aussi travailler son écriture. C'est-à-dire que, bah, quand on est, voilà, un jeune romancier et qu'on débute, le premier roman, forcément, bah, il va falloir le relire, le corriger, enfin, vraiment faire un editing, voir tout ce qui peut pêcher dans la construction de l'intrigue, dans voilà, dans l'authenticité des personnages, etc. Au-delà, enfin voilà, vraiment sur le fond, au-delà même de la forme dont parlait Lara, qui est tout aussi importante. Et c'est pour ça que je pense que, enfin, l'écriture, selon nous, on est convaincus que l'écriture, c'est pas un don inné et on est frappé par la muse. On a souvent un Mm, peu cette idée en France qui est tellement. encore très prégnante. Mais voilà, l'écriture se travaille comme toute autre pratique, que ce soit une pratique sportive ou la pratique d'un instrument. Voilà, on ne devient pas, je sais pas, Beethoven ou Picasso comme ça du jour au lendemain, et vraiment ça se travaille et on peut, voilà, et on peut s'améliorer. Et donc voilà, donc c'est à la fois d'y croire et puis, bah, de se donner les moyens en y travaillant, en se formant aussi. Et je pense que les auditeurs de ton podcast, Lucie, voilà, c'est ce qu'ils font aussi en écoutant les podcasts, en suivant des formations.
faut vraiment se Tout donner à, les moyens. tout à fait. Et puis là, surtout, Lara, tu parles un peu d'un espèce de cercle vertueux qui est que, voilà, toi, tu regardes ce qui se passe sur ta plateforme, tu vas repérer déjà des romans qui sont professionnels dans le sens où on sent que la jaquette a été travaillée pour répondre à un genre, pour répondre à un lectorat, que le titre a été travaillé, que la couverture, la quatrième de couverture aussi. Et comme tu dis, les 10 premières pages, et je n'arrête pas de parler du pouvoir magique hein, des 10 premières pages. Et là, tu te dis, voilà un roman qui est professionnel, un auteur qui sait ce qu'il fait. Et comme il sait ce qu'il fait, bah forcément, moi, ça me donne envie de faire quelque chose avec lui. Et du coup, ce cercle vertueux, à mon avis, il faut vraiment que les auteurs le comprennent. Il n'y a pas non plus de magie. C'est que les pépites, les romans qui explosent et qui ont un succès, à la base, ils rentrent dans un espèce de cercle vertueux. Et alors moi, ce que j'aimerais savoir, surtout par rapport à Lara, par rapport à ce que tu as dit, c'est que on sent bien que, encore une fois, vous avez une politique proactive pour aider les auteurs parce que bah, c'est donnant-donnant, hein, c'est-à-dire que eux, ça, évidemment, ça les arrange que leur roman rencontre leur lectorat. Et puis vous, par rapport à votre plateforme et par rapport à vos lecteurs, ça vous arrange de leur proposer des romans bah, qu'ils vont apprécier et, pour les fidéliser. Concrètement, Lara, voilà, moi je dépose mon roman sur la plateforme, mon roman t'intéresse, il t'a un peu tapé dans l'œil. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'à un moment on peut rentrer en contact? Comment se fait ce contact ou cet accompagnement sur Kobo Writing Life? Alors, moi, ce que j'aime bien, dire, à tous les auteurs qui veulent, déposer leur texte sur, la plateforme, c'est de nous envoyer un petit mail. Il y a, vraiment une seule, adresse qui est writinglife@kobo.com, qui est l'adresse, qui est celle du support informatique, donc pour toutes les personnes qui rencontreraient un souci, dans l'utilisation, de la plateforme, mais, qui est aussi l'adresse, pour obtenir, par exemple des informations complémentaires, justement sur tout ce qui peut être, marketing, et promotion. Et donc moi, ça me fait toujours plaisir quand effectivement les auteurs font la démarche, même avant la sortie, de l'ouvrage, d'envoyer un mail pour expliquer leur démarche. Parfois, certains font même des communiqués de presse, hein. Il y a vraiment des démarches, extrêmement professionnelles, ce qui nous et même aussi parfois, pour des auteurs qui ont plusieurs titres, qui nous annoncent en amont, le catalogue qu'ils souhaiteraient, mettre sur la plateforme et comment procéder au mieux pour étaler, ces sorties. Donc voilà, un petit mail à cette adresse, c'est toujours, très utile. Ça permet, voilà, un 1er contact puisque de toute façon, je répondrai, sous une semaine au maximum, donc vous êtes sûrs, de m'avoir au bout du fil, j'ai envie de Ça, dire. c'est assez énorme. Et alors d'autre part, moi ce que je vais faire, alors parfois je vais plutôt attendre effectivement de pouvoir, je liste les titres, voilà, qui ont un fort potentiel, et à l'occasion d'une promotion, souvent je vais contacter les auteurs pour leur demander s'ils sont intéressés, s'ils ont, d'autres titres, au catalogue. Et voilà, en fonction de la discussion, effectivement, ils peuvent, m'en dire un peu plus, sur leur démarche et sur le travail qu'ils ont effectué sur le texte. Puisqu'effectivement, nous aussi, en tant que plateforme, on a besoin d'être rassurés, sur la démarche des auteurs et leur sérieux. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Bah, ce qui est important aussi pour vous, c'est votre portefeuille de lecteurs et d'être sûr de leur proposer des romans de qualité parce que c'est ce qui participe aussi à la réputation de votre catalogue. Tout à fait. Moi, je trouve hyper intéressant. Alors, je vais être parfaitement honnête, aussi parce que je n'ai pas fait très longtemps dans l'auto-édition, mais j'étais pas du tout au courant de ce lien qu'on pouvait avoir humain, j'entends, pas juste des liens algorithmiques, mais qu'on pouvait avoir avec une équipe derrière Kobo Writing Life. Et je pense que ça va intéresser énormément de personnes qui nous écoutent, et particulièrement la problématique qu'on a souvent avec les auteurs qui aimeraient vraiment se lancer dans l'auto-édition parce que bah, ça correspond à leur façon d'envisager leur carrière, hein, pour tout un tas de raisons, mais qui sont vraiment pétrifiés parce qu'ils se sentent très seuls derrière leur écran. Ça fait
petit peu pas trop par quel bout prendre les choses. Et c'est un vrai problème. On dit souvent que le travail de l'écrivain, il est solitaire derrière son écran, etc. Et je pense, mais là je vais m'adresser à Camille, et je pense que ça a un petit peu changé avec les manières de procéder et d'interagir sur les internets. Je pense que ça, c'est un peu une fausse croyance de l'auteur qui est condamné à rester seul derrière son écran et donc à pas avoir l'information. Et comme il n'a pas l'information, eh bien, ne pas aller au bout forcément de ses projets. Qu'en penses-tu, Camille? Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, moi, j'ai vu justement cette communauté des auteurs indépendants se créer, se renforcer au fil des ans. Et effectivement, enfin, dès le départ, il y a eu, on va dire, les premiers qui se sont lancés, qui ont essuyé les plâtres, qui ont fait des erreurs et qui ont notamment, alors à l'époque, c'était encore la grande époque des blogs, il y a 10 ans, Oui. mais il y avait beaucoup de blogs d'auteurs et certains vraiment documentaient ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils sont tombés dans la marmite de l'auto-édition, les erreurs qu'ils ont pu commettre, vraiment la courbe d'apprentissage. Et je trouve que c'est un vivier inestimable pour quelqu'un qui voulait se lancer ou qui veut encore se lancer parce que tout ce matériau existe encore et est disponible. Et on peut déjà beaucoup apprendre comme ça. C'est-à-dire que si on a peur, etc., voilà, aujourd'hui, il y a quand même déjà plein de blogs, etc., et qui disent, voilà, les pour, les contre, comment ça s'est passé pour moi, les retours d'expérience. Et après, tous ces auteurs-là se retrouvent aussi sur les réseaux sociaux, beaucoup. Il y a eu énormément de groupes qui se sont créés, de groupes Facebook, etc., pour vraiment échanger, se donner des conseils, se poser des questions. Et ça continue, hein. Il y a tout le temps, enfin voilà, il y a tout le temps des nouveaux venus et donc il y a toujours un renouvellement et une émulation comme ça en fait, vraiment une solidarité, en tout cas voilà, on peut poser des questions, etc. On peut trouver des réponses sur des sites, sur des blogs, sur des groupes. Et puis avant le Covid, mais ça reprend maintenant tout doucement. Il y a eu aussi des salons, c'est-à-dire que les auteurs étaient contents aussi, enfin qui s'étaient parfois rencontrés ou avaient échangé juste en ligne, étaient contents de pouvoir se retrouver sur des salons, alors que ce soit au salon du livre ou même des salons, voilà, des salons régionaux. Et nous, Kobo Writing Life, on a beaucoup fait ça, soit d'avoir des stands au salon du livre à la grande époque, soit quand c'était Porte de Versailles, soit d'aller sur on va dire, des salons ou des festivals littéraires thématiques, comme par exemple Quai du Polar, que Kobo by Fnac accompagne comme partenaire depuis plusieurs années. Et donc pour nous, c'était l'occasion d'animer soit des rencontres sur l'auto-édition, des tables rondes, faire venir des auteurs, proposer des ateliers d'écriture, enfin vraiment toutes sortes de choses pour être vraiment au contact, parler de l'auto-édition, expliquer ce que c'est, expliquer nous notre démarche et rencontrer les auteurs ou renseigner les personnes qui veulent juste se lancer sans trop savoir par quel bout le prendre. Et alors, du coup, est-ce que tu me confirmes, par exemple, voilà, je suis une jeune autrice, et à l'occasion d'un salon, du coup, je vous repère. Et est-ce que tu me confirmes qu'il peut y avoir des échanges directement sur les salons? Je te pose la question parce que on dit souvent à l'ICAR, on conseille souvent à l'ICAR les auteurs de ne pas hésiter quand ils sont en salon, évidemment, en ayant travaillé leur pitch, leur projet et de savoir ce qu'ils vont raconter au moment où ils s'adressent à une structure, à un éditeur ou peu importe, évidemment, de travailler ça un peu en amont, mais qu'il y a il y a des vrais contacts qui peuvent se nouer dans les salons et qu'il ne faut pas négliger le bénéfice de réseauter un peu dans les salons, de prendre des adresses mail, de prendre des contacts, de poser des questions, et que les personnes du coup qui tiennent des stands, elles sont habituées à ça et elles sont pas du tout avares ni de conseils ni de contacts. Est-ce que vous me confirmez que ça peut se passer comme ça ou pas d'ailleurs? Ah oui, mais complètement, enfin à 200%. Nous, quand on est, enfin voilà, quand on est, que ce soit partenaire d'un salon avec un stand, etc., ou même comme ça, juste en visiteur, on y va toujours pour aller échanger. Au Festival du roman féminin que Kobo Writing Life a accompagné plusieurs années de suite. Moi, j'ai eu des échanges. Effectivement, là, on avait un stand et il y avait vraiment des auteurs qui venaient nous voir, qui posaient des questions et voilà, et on échangeait nos coordonnées, on leur donnait des conseils. Et après, enfin voilà, on entrait en relation. On va dire que c'est vraiment le point d'entrée
fait. Et après, c'est comme ça que l'histoire et que la collaboration a commencé. Ou même parfois à des salons comme je pense à l'ARAR, où là, l'ARAR, donc c'est, tu sais, cette convention de romance qui a Tout lieu à fait. qui a eu lieu à Paris et qui a lieu aussi dans d'autres villes Et européennes. qui nous vient des États-Unis, hein, si je Voilà. ne Oui, m'abuse. c'est C'est ça. Oui, ça. oui, 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 c'est organisé. D'ailleurs, je crois que l'équipe à l'origine est Tout américaine à avec fait. maintenant voilà, des bénévoles locales. Et là, on était sponsor, mais justement, on n'avait pas pris de stand. Et le but, c'était d'aller, comme là, c'est vraiment des auteurs qui exposent. Nous, notre but, c'était d'aller discuter avec les auteurs, les autrices, etc. Et aussi bien celles qui étaient déjà chez nous, juste pour faire aussi un point, pour voir comment ça va, parler des nouveaux projets, mais aussi les autres, celles qui n'étaient pas encore chez nous, pour leur proposer de collaborer ensemble. Donc vraiment, oui, oui, le salon, c'est effectivement, évidemment, les dédicaces et les rencontres avec les lecteurs, mais il y a vraiment une part de réseautage qui n'est pas du tout à négliger. Et je pense que c'est vraiment important que les auteurs comprennent que tout ça, ça répond à une logique tout à fait mercantile, qui est d'être donnant-donnant. C'est-à-dire que les professionnels qui sont sur les salons, eux, bah, ça les arrange de tomber, comme disait très justement Lara, sur des pépites qui vont évidemment intéresser et nourrir leur catalogue. Et évidemment, tout ça répond aux intérêts des auteurs qui souhaitent vendre leurs romans et vivre de leur plume. Et donc, dans ces cas-là, il faut jamais hésiter à se dire, je me rends dans les salons, bah, dans l'espoir de nouer des relations peut-être futures professionnelles qui intéressent à la fois la partie publication, plateforme, auto-édition ou éditeur, et puis la partie auteur. Et je pense que c'est vraiment important de répéter encore une fois le message de il faut pas rester tout seul derrière son écran, comme tu le dis très justement, Camille. Maintenant, ça reprend en plus, hein, les salons reprennent et du coup, c'est un vecteur qui est important de relations, surtout avec une plateforme comme Kobo Writing Life, avec des gens derrière qui établissent des liens avec des jeunes auteurs. Et ça me paraît vraiment important. Alors, je vais poser la question que beaucoup d'auteurs posent, et c'est toujours une question qui est un peu compliquée. Mais la question, c'est est-ce que on peut écrire dans tous les genres dans l'auto-édition? Est-ce que l'auto-édition fonctionne de la même façon, ou en tout cas potentiellement peut bien fonctionner, quel que soit le genre dans lequel j'écris, ou il y a des tendances, des genres qui ne fonctionnent pas trop dans l'auto-édition. Voilà, comme ça, je l'aurais posé la question. Alors, je ne sais pas laquelle de vous deux veut répondre. Lara, est-ce que tu veux, notre spécialiste du catalogue, est-ce que tu veux Alors moi, je pourrais parler donc avec Camille, on a cette vision sur ce qui se passe sur Kobo Writing Life. Sur les autres plateformes, malheureusement, je n'aurais pas je n'aurais pas les informations pour confirmer. Alors, la littérature de genre fonctionne, mais pas tous les genres. Et effectivement, nous, on a quand même un public qui a un goût prononcé pour la romance, pour les thrillers, mais qui, par exemple, peut avoir un peu plus de mal, avec la fantasy ou la science-fiction. Donc il faut le savoir, je pense que ça dépend aussi des plateformes. C'est pour ça que nous, on encourage, hein, vraiment, quand nos auteurs voient que leur titre ne fonctionne pas, enfin nos auteurs, les auteurs, avec qui on est en contact, voient que leur titre ne fonctionne pas, on les encourage à tenter l'expérience sur d'autres plateformes. C'est le gros avantage, de Kobo Writing Life, qui est absolument pas, exclusive. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez Et avec ça, votre c'est texte à intéressant de le côté. préciser. C'est ça, et d'aller tester pour voir si le public s'il y aura plus de répondants, sur une autre plateforme. Donc voilà, nous ça nous est arrivé, hein, pour des cas justement, je vais le dire, des séries de fantasy, nous on a essayé de faire des promotions, on voit que ça ne prend pas très bien, ou en tout cas ça prend pas aussi bien que pour, la romance ou le thriller. Et vraiment on conseille d'étendre, son public, de faire d'autres démarches, par ailleurs, parce que Co-Writing Life ne représente qu'une partie, ne donne accès qu'à une partie des lecteurs. Et donc voilà, tout n'est pas perdu pour les titres qui ne fonctionnent pas sur notre plateforme, mais c'est toujours intéressant de venir essayer avec nous, de tenter votre chance pour voir si vous avez les lecteurs derrière qui seront intéressés.
Sachant que si je peux juste préciser, effectivement, enfin voilà, les auteurs sont très libres et on échange justement pour voilà pour voir si s'il vaut mieux qu'ils restent ou qu'ils aillent sur d'autres plateformes en fonction du profil de ce qu'ils publient. Mais il faut quand même, je dirais, il faut quand même laisser le temps au livre de s'installer avec notre aide, qu'on le fasse connaître au lecteur. Enfin, j'entends par là que voilà. 3 mois, c'est pas forcément suffisant. Nous, on travaille vraiment sur du plus long terme. On a envie de construire la carrière des auteurs ensemble, en tout cas sur Kobo, pour qu'ils reviennent, qu'ils publient un deuxième, un troisième, enfin, voilà, qu'ils étoffent leur catalogue. Et c'est vrai qu'on n'est pas dans un temps court, donc en fait, on a tendance à déconseiller aux auteurs de laisser juste un livre 3 mois, surtout si c'est un premier roman. 3 mois en se disant au bout de 3 mois il y a pas eu les ventes que j'escomptais et hop je l'enlève, etc., parce qu'il y a rien de pire que de faire un yo-yo, de se dire je le mets 3 mois là, je l'enlève et puis après finalement je reviens, je retente, parce que là ça fait enfin ça donne une carrière un peu hachée au roman et c'est très difficile à la fois de faire des actions vraiment construites, etc., parce que on va dire que le lectorat s'incrémente aussi au fur et à mesure des actions ou des opérations qu'on peut mener ensemble. Donc ça casse un peu la machine et la dynamique de retirer le titre trop tôt. C'est surtout à l'enlever. C'est très intéressant ce que tu dis parce on est aussi un peu dans une logique de j'ai travaillé mon roman, j'ai tout donné, je le balance, je fais la publicité qui s'impose, etc. Bref, j'ai l'impression de faire tout ce que je suis censée faire et là patatras, le roman n'a pas les ventes que j'aurais pu espérer, ou en tout cas que certains auteurs déjà très très bien installés voilà, ont tendance à donner comme chiffre, hein, et qui évidemment n'est pas comparable quand on se lance. Et je trouve que c'est hyper important que tu rappelles que l'auto-édition, c'est pas une formule magique, hein, et qu'une carrière dans l'auto-édition, ça se travaille, et ça se travaille par le biais d'un catalogue, mais un catalogue adapté à l'échelle de l'auteur, c'est-à-dire effectivement laisser le temps que le genre dans lequel il écrit, ses histoires prennent, que les lecteurs voient son nom tourner, qu'il se fasse un avis, qu'il poste des avis. Et je pense que tu as tout à fait raison de remettre un peu les points sur les i en disant que l'auto-édition, c'est pas une baguette magique en fait. C'est une carrière, et en tant que carrière, elle va pas démarrer du jour au lendemain et on va pas vendre 100 000 exemplaires dans les 3 premiers mois, et c'est normal en fait, et ça ne veut pas dire que le roman ne rencontre pas son public. Ouais. Et ça, je pense que c'est une idée reçue, induite par le numérique. On est dans l'immédiateté. Hop, on clique, ça y est, c'est validé, c'est publié. Et donc, on s'attend à ce que la machine s'enclenche un peu d'elle-même tous les jours. Et or, on est quand même dans un temps long. Enfin, et c'est aussi finalement le temps de l'édition, hein. On a tendance à l'oublier en numérique. Mais nous, par exemple, il y a des pépites qu'on a pu repérer, moi ou Lara, qui, elles ont plus de 2 ans, 3 ans, qui nous ont vraiment tapé dans l'œil. On a travaillé avec les auteurs et c'est des livres qui continuent à faire de très bonnes ventes, parfois même pour des premiers romans, tu vois, mais qui sont restés. C'est pas des livres qui ont été retirés et tout, ils sont vraiment restés et on continue à les faire découvrir à nos lecteurs et on est vraiment ravis de ça, en fait. Oui, je suis complètement d'accord avec ton idée de on est dans l'immédiateté parce que c'est rapide, parce que on voit pas tellement le temps d'impression, de distribution, etc. Quand on est en auto-édition, ça va beaucoup plus vite, et donc comme ça va beaucoup plus vite, on s'imagine que les résultats et les ventes sont aussi beaucoup plus rapides. Et je suis assez d'accord avec toi, c'est une espèce de d'idée reçue qui circule et qui peut du coup décourager assez vite les auteurs qui vont se dire oh là là, tout cet effort pour pas grand chose. Quand je regarde mes chiffres au bout de quelques semaines, ça démarre pas trop, etc. Et qui peuvent vite se déconcentrer, se décourager en fait. Mais je pense que c'est important de faire passer ce message-là de c'est pas parce que on choisit de la voie de l'auto-édition et que donc on dit plus ou moins à juste titre que c'est un poil plus rapide que quand on passe par des maisons d'édition traditionnelles, etc., etc. Mais en fait, c'est une vision un petit peu biaisée du coup de ce marché-là, et il faut effectivement être très très persévérant. Et alors, je vais poser aussi une autre question parce que je sais que j'ai abordé le thème dans plusieurs masterclass, et donc cette question-là, c'était voilà. Quand on décide de se lancer dans l'auto-édition et qu'on l'envisage comme une véritable carrière, hein, c'est-à-dire sur plusieurs années, etc., etc.,
est-ce qu'il faut vraiment avoir une régularité dans la sortie des romans? Est-ce que ça a un vrai impact sur l'essor de la carrière de l'auteur auto-édité? Ou peu importe, si on écrit des romans tous les 3-4 ans, ça n'a pas le même impact. Est-ce que ça a une vraie efficacité de se dire, OK, je me lance dans l'auto-édition, j'y vais à fond et ça implique que j'ai une grande production d'écriture. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord poser la question à Camille, peut-être. Bah, je pense que ça dépend déjà du genre ou du type voilà, de ce qu'on publie. C'est sûr que ce qu'on voit, c'est que les romancières qui font de la romance de plus en plus en série, là oui, elles sont on va dire, dans une régularité à la fois d'écriture et de publication, mais qui est induite aussi de plus en plus par le phénomène des séries. Enfin voilà, notamment, je pense aussi des séries qu'on consomme sur Netflix et autres. Ça nous fait, enfin voilà, ça nous donne, on va dire, ça raccourcit de plus en plus le temps. Oui. Mais je pense que c'est vraiment propre, on va dire, à la romance. Et encore, enfin, il y a aussi beaucoup de romances one shot, hein, qui se vendent aussi très très bien. Mais voilà, donc je pense qu'effectivement, si on est vraiment dans de la série, il va y avoir peut-être ce phénomène que tu décris. Et après, à l'inverse, nous, on a aussi des auteurs. Enfin voilà, leur rythme, c'est un roman par an. Parfois, il leur faut un peu plus de temps parce qu'ils ont pu prendre du retard sur leur calendrier, etc. Mais ils construisent leur lectorat plus sur un temps long et ils savent justement que peu importe alors on se tient au courant, tu vois, on échange avec eux, etc. Ils nous disent un peu où ils en sont, mais peu importe, ils savent aussi que peu importe le moment où ils nous confieront leur texte, une fois qu'il est vraiment fini, etc. Et leur roman, une fois qu'il est auto-édité sur la plateforme, que nous on va travailler avec eux pour voilà, pour le faire connaître, évidemment de leurs lecteurs qui sont toujours là, mais aussi d'aller en chercher des nouveaux. Euh, voilà. Et donc, j'ai envie de dire que il faut pas aussi oublier le plaisir. C'est avant tout les gens qui écrivent, c'est avant tout le plaisir d'écrire, et puis ils choisissent l'auto-édition pour la liberté que ça apporte aussi. Donc, c'est bien de regarder ce qui se passe sur le marché, mais il faut pas. Enfin, le risque en écrivant que pour le marché, c'est aussi un peu peut-être de perdre ce plaisir au fil du temps. Oui, tout à fait. Et du coup, à perdre le plaisir, c'est complètement contre-productif parce qu'il arrivera forcément un moment où ta super production que tu as eue pendant 2 ans d'affilée ou 3 ans d'affilée va complètement s'effondrer parce que tu vas te réveiller un matin et tu vas te demander pourquoi j'écris en fait. Oui, voilà, ouais, ouais. Donc voilà, c'est vraiment un équilibre à trouver. Donc il faut se poser la question de, enfin voilà, qu'est-ce que moi, auteur, j'ai envie d'écrire? Il y en a, ils savent très bien, mais c'est des auteurs de romans stand-alone. Enfin voilà, c'est vraiment ça leur truc, et ils vont y mettre le temps qu'il faut pour mûrir l'écriture, etc. Voilà. Et après, quand il est prêt à rencontrer ses lecteurs, hop, nous on entre en scène à ce moment-là, on propose un plan à la fois de lancement et d'accompagnement à l'auteur. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Lara? Non, moi je pense que c'est effectivement, très juste et que même, aujourd'hui, un bon texte, aura forcément plusieurs vies et s'il a pas marché, dans les, 3 premiers mois, parfois c'est simplement aussi un problème de positionnement. Là, ça m'est arrivé peut-être 2-3 fois, voyant qu'il y avait probablement un vrai potentiel, sur le texte, mais que par exemple la couverture ne fonctionnait pas ou, n'était pas dans les codes du genre et allait voilà, ne pourrait pas séduire, le bon lectorat. Parfois c'est des petits détails comme ça qui peuvent, faire la différence et qui peuvent relancer un texte qui n'a pas fonctionné, ou ça peut être parfois, le résumé. Il y a des auteurs qui sont extrêmement bons pour faire une narration, un texte, un récit et qui vont avoir beaucoup plus de mal pour, le vendre et voilà, avoir ces capacités, un peu de marketing et c'est ça la difficulté aussi quand on est un auteur auto-édité, c'est qu'il faut être bon, partout ou en tout cas savoir, déléguer de façon efficace et parfois c'est ça qui pêche donc si, l'écrivain ou l'écrivaine a un bon texte, aujourd'hui je pense qu'il y a vraiment énormément de possibilités pour, le mettre en avant, pour, qu'il soit lu. Donc faut vraiment pas désespérer, au premier échec. Et alors, du coup, je me permets en guise un peu de conclusion, on arrive à la fin de ce podcast, mais c'est une question qu'on m'a posée pour les jeunes auteurs. On est bien d'accord que
ce qui est magique, en tout cas pour les auteurs maintenant, c'est que c'est pas parce que ils ont une carrière en auto-édition qu'ils ne peuvent pas en parallèle décider de signer avec un autre roman chez un éditeur. Vous me confirmez toutes les deux que il y a de plus en plus d'auteurs qui sont dans l'hybridation ou alors qui ont démarré dans l'édition traditionnelle et qui, à un moment, pour des raisons tout à fait personnelles, notamment de liberté, d'envie de liberté, choisissent de bifurquer dans l'auto-édition. Oui, oui, Mmh. oui, complètement. On n'est plus dans l'antagonisme. Je sais pas si ça a été vraiment très antagoniste, mais c'est vrai qu'au départ, peut-être, il a pu y avoir une certaine peur de la part des éditeurs traditionnels, de se dire: «Ah, qu'est-ce que c'est que ce marché?» et cetera. Mais je pense très vite, les éditeurs aussi se sont ouverts à ça, en regardant ce qui se passait sur les plateformes, en allant repérer effectivement des titres, pour les publier ensuite, hein. On connaît tous, voilà, les grands noms, comme Agnès Martin-Lugan, Aurélie Valonne, qui sont passés par l'auto-édition et qui ont été, qui maintenant sont en édition traditionnelle. Et tout à l'heure, quand je parlais de liberté, c'est aussi ça, en fait, la liberté de l'auto-édition, c'est que l'auteur, finalement, choisit la voie qu'il veut prendre pour sa carrière et c'est pas une voie, dans un sens ou dans l'autre. Ils peuvent bifurquer à tout moment en fonction aussi du texte. Il y a peut-être certains textes qui vont peut-être moins rentrer dans les cases en édition traditionnelle et donc ceux-là, ils vont aller plus naturellement vers l'auto-édition. En tout cas, enfin voilà, on va de plus en plus vers des carrières hybrides et l'un n'empêche pas l'autre, pas du tout, au contraire. Tout à fait, c'est très juste ce que tu dis en parlant de textes qui parfois ne correspondent pas à la voie traditionnelle et qui du coup vont quand même pouvoir sortir parce qu'ils bénéficient de la liberté et de l'indépendance de l'auto-édition. Et c'est en ça que c'est complètement complémentaire. Alors pour terminer ce podcast, est-ce que vous avez un dernier conseil pour la route pour les auteurs qui souhaiteraient s'auto-éditer chez vous, chez Kobo Writing Life? Un petit mot peut-être là-dessus, Lara d'abord et puis Camille. Oui, bah, alors moi j'ai envie de dire prenez le risque. Si vous avez écrit, avec la volonté, d'être lu, d'être publié, je pense qu'il faut faire, confiance, au lecteur et se jeter dans le grand bain. Il y a comme on l'a dit, voilà, à plusieurs reprises, l'auto-édition, c'est une piste. Vous en avez plusieurs, mais c'est vraiment une piste qui vaut la peine, d'être explorée, au moins pour, ne serait-ce qu'avoir, quelques retours, sur votre texte, sur votre travail, global. Et pour compléter ce que dit Lara très justement, moi j'ai juste envie de rappeler que chez Kobo Writing Live, donc effectivement, on essaye on prêche la professionnalisation des auteurs. Et Lara fait un travail formidable de justement d'aller apporter de l'information et des conseils aux auteurs, aussi bien quand ils débutent que voilà que à différentes étapes de leur, euh, de leur carrière. Et si les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ne l'ont pas encore fait, qu'ils n'hésitent pas à aller faire un tour sur notre blog où ils trouveront beaucoup d'informations juridiques sur la propriété intellectuelle. Ils trouveront aussi des conseils voilà, d'écriture, mais aussi des conseils à l'édition et à l'auto-édition. Et Lara vient de lancer aussi, là, en ce début d'année, une nouvelle rubrique pour donner la parole à des auteurs de Kobo Writing Live qui vont justement partager aussi, faire ce retour d'expérience, expliquer voilà, comment ça s'est passé pour eux, où est-ce qu'ils en sont dans leur carrière. Et donc, ça peut aussi peut-être inspirer voilà, des jeunes auteurs qui voudraient se lancer. Et, voilà. Et tout ça est également repris dans la newsletter Kobo Writing Live. Donc, il y a beaucoup de ressources pour accompagner les auteurs, au-delà voilà, du temps et des relations qu'on peut nouer en direct avec chaque auteur. Eh bien, je suis vraiment, vraiment ravie d'avoir échangé avec vous deux. Surtout, moi, ce qui m'interpelle, c'est le côté humain derrière une plateforme, ce qui reste une plateforme de vente. Et je trouve que c'est très intéressant, évidemment, pour les auteurs. Ça va complètement dans leur intérêt. Donc, j'encourage vraiment les auteurs à vous contacter. Je pense que maintenant, on a bien compris que Lara était très réactive. Donc, je pense qu'elle va certainement avoir
une recrudescence de mails et de messages, du coup, en tout cas. Mais voilà, c'était vraiment intéressant qu'on vous donne la parole et que les auteurs soient au courant de tout ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce podcast, Camille et Lara, et j'espère que je pourrai vous recevoir dans un prochain podcast pour creuser un peu plus la question très intéressante de l'auto-édition. En tout cas, merci à vous deux d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi, Lucie, de nous avoir reçus. Puis merci aux éditeurs et auditrices du podcast. Je vous dis à très très vite pour un tout nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.